Pour être un peu plus clair, nous empruntons de l'argent aux paysans chinois pour acheter les choses que ces paysans chinois fabriquent. Est-ce que cette casquette Make America Great Again, ça suppose qu'elle est fabriquée en Chine? Oui, elle est made in China. La plupart des gens, les vêtements qu'ils portent sont des vêtements chinois. Même aux États-Unis, oui. Made in China. La deuxième, c'est que la Chine aujourd'hui, certes, je dirais, a du mal si elle ne peut plus vendre ses produits sur les États-Unis, mais elle trouvera d'autres débouchés. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie, elle en trouvera d'autres des débouchés. Vous et moi, lorsqu'on peut trouver un t-shirt à 2 € sur le marché, on l'achète. Ce sont les pauvres du monde entier qui ont rendu la Chine riche, et non pas les États-Unis ou encore l'Occident. La Chine est devenue riche en faisant en sorte que chaque pauvre du monde aujourd'hui porte un habit neuf et non plus de la friperie. La Chine s'est enrichie en vendant une torche aux habitants des villages les plus pauvres du monde entier. La Chine a gagné son argent en mettant dans les poches de tous les pauvres un téléphone portable, ce qui n'a jamais été la cible des Américains ni des Européens. Et on peut le voir encore une fois de plus avec les grandes marques technologiques américaines et européennes. Si tu connais un peu du marché de production en Chine, tu vas voir la philosophie entre guillemets de production en Chine, c'est comme ça. On aime bien de copier le produit qui marche, mais pas forcément de créer de nouveaux produits. On commence par apprendre ce qui marche dans d'autres marchés ailleurs, puis on va essayer de le refaire rapidement et essayer d'améliorer. Ce qui compte, c'est la vitesse et le prix. Ils sont très conscients que le plan de Trump pour redonner du sang neuf à l'industrie américaine, ça va être compliqué, notamment à cause de la main-d'œuvre. Et surtout que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, même s'il y avait la main-d'œuvre disponible. C'est toujours Trump qui interdit l'immigration, alors que les plus grands travailleurs aux États-Unis, ce sont les immigrés. La Chine, pour tenir tête à Donald Trump, a quelques atouts dans sa manche. Alors effectivement, elle a préparé, en fait, on se rend compte, un véritable arsenal de guerre commerciale pour minimiser les frais pour elle et maximiser les coûts pour les États-Unis. L'objectif de la Chine, c'est quoi? Viser directement les grandes entreprises américaines qui commercent avec les Chinois, donc à peu près toutes les entreprises américaines. Elle a 70% des terres rares qui ont été importées aux États-Unis l'année dernière viennent de Chine. Quand la guerre commerciale a débuté, c'est intéressant, le gouvernement américain avait exempté les terres rares à la base des droits de douane, preuve qu'elle voulait surtout pas qu'on y touche. En résumé, la Chine est aujourd'hui beaucoup mieux armée que ce qu'elle pouvait l'être en 2018 quand tout ça a débuté. Depuis le matin, on en parle sur la chaîne. Les droits de douane imposés à la Chine par les États-Unis. On parle de la Chine qui a imposé plus de 100% de droits de douane, quand la Chine a pour l'instant répliqué avec plus de 80% de droits de douane. Alors, la Chine a très bien fait comprendre qu'elle n'allait pas se laisser faire. Et vous allez comprendre à quel point les ramifications économiques entre la Chine et les États-Unis sont en fait beaucoup plus profondes que ne veut l'admettre Trump. Et malgré le fait que celui-ci tire des pieds et des mains pour faire en sorte que les États-Unis soient totalement autonomes, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et encore moins avec la guerre commerciale qu'il a démarrée avec son plus gros fournisseur dans tout. Cela dépendait de Truman, cela dépendra d'Eisenhower ou de quiconque deviendra président des États-Unis. Cela dépend d'eux. Mais peu importe le temps que ça durera, nous ne capitulerons jamais. La Chine ne capitulera jamais. Ça, c'était au temps de la guerre de Corée. Il y avait un affrontement militaire entre les Américains et les Chinois. Donc, ils tweetent ce genre de vidéo aujourd'hui, les Chinois. Ça veut tout dire. Pour afficher leur détermination sans faille et en effet convoquer la figure de Mao, la guerre de Corée, l'affrontement en effet États-Unis-Chine sur le sol asiatique, avec ce message en fait qui est là et dans la bouche de Mao, mais en gros ce n'est pas nous qui décidons la durée de cette guerre. C'est eux, mais nous sommes bien prêts à ne jamais capituler. C'est exactement le message que fait passer Xi Jinping aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y aura pas de capitulation. Peu importe les intimidations, peu importe les menaces, la Chine est persuadée qu'elle a des arguments à faire valoir, qu'elle n'est pas dépourvue de moyens de pression, et elle est bien décidée à le jouer jusqu'au bout. Ça veut dire répliquer aux droits de douane dès qu'ils augmentent. La Chine les augmente. Jade va nous donner les détails. Voilà une liste d'entreprises américaines qui ne pourront plus aller se fournir aux États-Unis. La Chine fait vraiment passer le message par la voix donc du porte-parole, de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, qu'elle a des moyens de riposte et qu'elle ne va pas baisser, qu'elle ne va pas baisser les bras. Et puis un peu d'humour aussi dans les messages qui sont postés. Par exemple, il y a une photo qui fait pas mal le tour des réseaux sociaux depuis ce matin, c'est celle-ci.
la fameuse casquette de Donald Trump, donc, dont le prix va augmenter avec ces droits de douane. Effectivement, pourquoi ? Est-ce que cette casquette Make America Great Again, ça suppose qu'elle est fabriquée en Chine ? Oui, elle est made in China. J'ai même le souvenir d'une vidéo d'un Chinois qui présente le truc. Si ça augmente les droits de douane. Vous avez vérifié ? On en a rapporté des États-Unis et on est allé vérifier. Donc, je vais vous montrer l'étiquette à l'intérieur. J'espère que je vais réussir à vous le montrer. Voilà. Alors, Voilà. oui, alors, d'un côté ou de l'autre du micro, on voit USA, ok. Et là, on voit bien Made in China. Cette casquette-là, alors c'est vraiment pas le cas de toutes les casquettes rouges de. Alors, sans bouger, Magali, on va essayer, parce qu'effectivement, c'est encore un peu flou, mais on le voit en deuxième ligne, effectivement. oui, On fait le point. Made in China, voilà, c'est l'apparition. Voilà. Mais ce message, en fait, toujours de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, c'est pour mieux défier Donald Trump en disant, finalement, toutes les conséquences de cette guerre tarifaire, c'est juste une hausse des prix pour les Américains. Et Donald Trump, même avec sa casquette MAGA, se retrouve pris à son propre piège. Exactement. Alors voici les casquettes MAGA qui sont littéralement devenues un mème. Parce que les gens sont en train de montrer d'où viennent en fait les casquettes en question. The merch is out, people. This costs $10. And as you can see, it was designed in America and made. Voilà, made in China. 100% made in China. Juste pour globalement vous donner une synthèse des importations des États-Unis en provenance de la Chine et quelques industries américaines qui pourraient être complètement ravagées, détruites par cette augmentation de plus de 100% des tarifs douaniers là. En 2023, les États-Unis ont importé environ 560 milliards de dollars de marchandises en provenance de la Chine. Les catégories de produits les plus importés incluent les machines et les équipements électroniques, 152 milliards. Ça représente 21% des importations totales. Les meubles et les literies, 35 milliards. On parle en dollars exclusivement. 6,3%. Jouets, jeux et équipements sportifs. 27 milliards. Matières et ouvrages en plastique. 19 milliards. Textiles et vêtements. 18 milliards de dollars. Les produits chimiques, 16 milliards de dollars. Produits en caoutchouc et en plastique, 15 milliards de dollars. Les instruments optiques médicaux de tout genre, lunettes, microscopes, etc. Ça a été importé aux États-Unis à hauteur de 14 milliards. Et maintenant, on a les véhicules et pièces détachées qui sont arrivés aux États-Unis à hauteur de 13 milliards. L'augmentation significative des droits de douane va mettre en péril énormément d'industries. Déjà, l'électronique grand public, la fabrication de smartphones, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, télévision, tous ces trucs-là dépendent grandement des composantes et des produits finis importés de la Chine. Les constructeurs automobiles américains s'approvisionnent en pièces détachées et en composantes électroniques en Chine. La hausse des coûts va détruire leur compétitivité. Tout ce qui est énergie renouvelable aussi vient de la Chine. Les panneaux solaires et les batteries de lithium-ion sont majoritairement produits en Chine. L'industrie textile et l'habillement, vous le savez aussi. La plupart des gens, les vêtements qu'ils portent sont des vêtements chinois. Même aux États-Unis, oui. Made in China. Donc la hausse des prix des Américains va augmenter tout ça, littéralement, parce que la Chine est le premier exportateur mondial. Et si vous regardez sur la carte, on vous fait comprendre que qui importe le plus? Ce sont les Américains, littéralement. La Russie importe moins que les États-Unis. Voilà sur la carte. Pour vous faire comprendre que c'est littéralement un bras de fer mortel. Et je ne pense pas, malgré toute la puissance des États-Unis, qu'elle sera capable de gagner la guerre que Trump a commencée là. Et comme ils ont fait comprendre, ça ne dépend que des États-Unis de stopper la guerre, vu que ce sont les États-Unis qui ont commencé et la Chine ne fait que répliquer. Avec sa casquette MAGA, se retrouve pris à son propre piège. Exactement, c'est un symbole. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure aussi de guerre de communication, parce qu'on voit un ministère chinois des Affaires étrangères qui sait relayer ces messages, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis en off, l'un des diplomates que j'ai pu rencontrer ce matin sur le fond, cette fois me disait, mais vous imaginez vraiment que les usines textiles vont revenir aux États-Unis ? Vous imaginez vraiment que demain ou dans 10 ans, ils sauront fabriquer des t-shirts, des casquettes MAGA peut-être ? Où est la main-d'œuvre ? Où sont les ouvriers qualifiés et peu chers que nous avons dans notre pays ? Ils sont très conscients que le plan de Trump pour redonner du sang neuf à l'industrie américaine, ça va être compliqué, notamment à cause de la main-d'œuvre. Et surtout que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, même s'il y avait la main-d'œuvre disponible. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est toujours Trump qui interdit l'immigration. Alors que les plus grands travailleurs aux États-Unis, ce sont les immigrés. Ce sera l'histoire du club de Laura Pouget, justement, à 16h30. C'est assez intéressant sur la main-d'œuvre aux États-Unis, la main-d'œuvre qualifiée. Vous allez réagir dans un instant, mais vous parlez tous des mesures de rétorsion. Effectivement, la Chine, pour
tenir tête à Donald Trump a quelques atouts dans sa manche. On pourrait même dire qu'elle a quelques cartes assez nucléaires. Jade nous a rejoint. Quelles sont les pièces maîtresses de la Chine alors effectivement, elle a préparé, en fait, on se rend compte, un véritable arsenal de guerre commerciale pour minimiser les frais pour elle et maximiser les coûts pour les États-Unis. L'objectif de la Chine, c'est quoi? Viser directement les grandes entreprises américaines qui commercent avec les Chinois, donc à peu près toutes les entreprises américaines. Elle a plusieurs cordes à son arc, mais la plus importante, c'est celle-ci, la liste noire. Vous allez le voir, liste noire des entités dites peu fiables sur lesquelles la Chine inscrit les entreprises qu'elle considère comme nuisibles à son pays. Une fois inscrite dessus, l'entreprise ne peut plus faire de commerce avec la Chine, ne peut plus investir dans le pays. Même les employés considérés comme les plus stratégiques n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire. Cette liste existe depuis 2019, mais c'est en 2023 que la Chine a véritablement commencé à l'utiliser pour la première fois, mais seulement depuis quelques mois, elle monte en puissance. Pour vous donner un exemple, juste hier, 6 entreprises américaines ont été, sur la seule journée d'hier, 6 entreprises américaines ont été ajoutées. Aujourd'hui, vous avez 38 entreprises américaines qui y figurent, des entreprises, et c'est ça le plus sensible, qui travaillent le plus souvent avec le Pentagone, qui fournissent directement la défense américaine. Ce sont des entreprises qui sont le plus souvent spécialisées dans les technologies de pointe, dans l'intelligence artificielle, dans la défense. Exemple, sur cette liste, on retrouve Shield IA, pour ceux à qui ça parle. Moi, ça me dit rien du tout. J'ai regardé justement ce qu'ils faisaient. Ce sont des entreprises qui fournissent aujourd'hui l'armée américaine et la NASA en système électronique de pointe. Dans la boîte à outils de la Chine, on trouve également le contrôle des exportations. C'est quoi? C'est ce qui permet en fait à un pays d'aller mener une enquête un peu plus approfondie sur qui achète et pour quelles raisons ils achètent. C'est une arme qui est utilisée par les Chinois, notamment sur quoi? Les terres rares. Parce que c'est essentiel aujourd'hui pour les États-Unis pour alimenter, on y revient, notamment leur défense, mais de manière plus générale, vous le savez, pour construire les batteries de téléphones, de voitures, pour construire les ordinateurs, les puces électroniques, les télés, enfin, en résumé à peu près tout. La Chine contrôle aujourd'hui 70% de la production mondiale de terres rares et elle a importé, enfin 70% des terres rares qui ont été importées aux États-Unis l'année dernière viennent de Chine. En résumé... Ce sera encore plus grave que ce que les gars s'y prétendent. Mince. Sans terres rares chinoises, les États-Unis sont littéralement à genoux. D'ailleurs, quand la guerre commerciale a débuté, c'est intéressant, le gouvernement américain avait exempté les terres rares à la base des droits de douane, preuve qu'elle voulait surtout pas qu'on y touche. En résumé, la Chine est aujourd'hui beaucoup mieux armée que ce qu'elle pouvait l'être en 2018 quand tout ça a débuté. Exact. Voilà à quel point, encore une fois, l'arrogance va entraîner des gens à leur perte. L'arrogance des États-Unis, l'arrogance des États-Uniens, l'arrogance de leur gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont tout puissants alors qu'en face, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'eux, mais eux, ils dépendent entièrement de ces personnes. L'Occident et le capitalisme avec l'arrogance, c'est ça qui va les tuer. C'est ça qui va les tuer. Mieux armée que ce qu'elle pouvait l'être en 2018 quand tout ça a débuté. Exactement, sous Trump 1 finalement. Et j'ajoute juste quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont mieux armés? Parce que, encore une fois, ces diplomates chinois me disaient tout à l'heure, on a l'expérience de Trump 1. On a l'expérience du premier mandat. Et c'est pour ça qu'on réagit très vite et très fort maintenant, parce qu'on a eu le temps de préparer notre réponse. Ouais, ils se sont entraînés en quelque sorte. En tout cas, ils ont tiré les leçons de ce premier mandat. En même temps, quand vous êtes face à quelqu'un d'imprévisible, vous faites comment? Vous vous tenez prêt en permanence. Je parlais d'armes nucléaires en possession de la Chine, c'est vraiment ça? Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense que la Chine, et c'est là aussi un peu paradoxal, on a parlé de capitulation, je pense que là, ça va bien au-delà de questions économiques. Je pense que les deux parties parlent qu'il faut négocier, mais chacun... En particulier Donald Trump tient des propos limite insultants vis-à-vis des Chinois, et ça je pense que c'est inacceptable indépendamment des questions économiques pour le pouvoir chinois. Chacun doit garder la face. Ouais. Et donc je pense que c'est là où malgré tout on est dans une surenchère. Moi je pense que quand même la Chine est dans une stratégie qui n'est pas la stratégie suivie par exemple par l'Europe ou par le Mexique. Il y a une stratégie de surenchère, répondre... Et c'est risqué? C'est risqué puisque les exportations vers les États-Unis, ça représentait plus de 3% du PIB chinois. Donc malgré tout... Pas s'en passer. Hein. Oui, mais ils peuvent se passer des 3% là. Ce sera dû, ce n'est pas rien, bien sûr. Ce n'est pas rien, c'est énormément d'argent. Mais ils peuvent s'en passer.
Et comme je disais dans une précédente analyse, ils peuvent se tourner vers leur marché intérieur pour exactement les mêmes produits en question. La Chine à elle seule, c'est-à-dire son marché intérieur, c'est plus d'1,4 milliard de personnes. Alors que les États-Unis, c'est 300 millions d'individus. Donc la population chinoise, c'est pratiquement 5 fois la population des États-Unis. Ils peuvent se tourner vers leur marché intérieur. Ils peuvent se tourner vers plein de marchés alternatifs. Si on exclut même l'Afrique, qui n'a pas l'argent, il y a l'Inde, il y a toute l'Asie. Vraiment, il y a toute l'Asie comprise à l'intérieur. Et il y a l'Amérique du Sud. Donc, ils ont le marché en dehors du marché américain. Sauf que du côté des États-Unis, ce sera beaucoup plus difficile. Les importations chinoises représentent combien dans le PIB américain? Et est-ce que les Américains peuvent vraiment se permettre de s'en passer? C'est plutôt comme ça qu'il faut orienter la question. Parce que du côté de la Chine, ils ont les alternatives. Ils ont expliqué qu'ils étaient prêts. Ils s'étaient préparés. Ils ont déjà l'expérience d'un mandat sous Trump. En plus, le tout, s'il est venu avec un surboost. Ou bien peut-être qu'à l'époque, il était aussi... Sauf que je ne comprenais pas tout ça. Il était peut-être trop jeune. Et c'est vrai qu'il y a une très forte dépendance pour les métaux stratégiques, pour les questions de chimie. Enfin, il y a un certain nombre de secteurs où, en effet, la Chine tient les États-Unis. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si les États-Unis se ferment à la Chine, ça va être très 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 compliqué pour le pouvoir chinois, parce que la croissance chinoise était tirée vers les exportations, et les États-Unis, c'était un des principaux marchés de destination des exportations chinoises. Et on voit bien que ça fait des années que la Chine dit on va relancer son marché intérieur, relancer la consommation. En fait, ils ne veulent pas vraiment le faire, parce que ça signifierait par exemple développer son modèle de protection sociale, augmenter vraiment les salaires, ce qu'ils ne font pas. C'est une histoire de volonté. Ah bien, il y a un moment, c'est une volonté. Ouais, parce que sinon, ils en avaient les capacités. Il y a un moment, c'est une stratégie, c'est là où Donald Trump a un point malgré tout, c'est-à-dire que la responsabilité est partagée. La Chine, comme l'Allemagne, dont on parle un peu moins ces derniers temps, mais a mené une stratégie mercantiliste depuis 20 ans. Et en gros, ils ont besoin des débouchés chez les autres. Et donc, les déficits commerciaux américains, Trump a raison de dire que ça conduit à la désindustrialisation des États-Unis. Les deux sont liés. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ces deux puissances dont les économies sont tellement interdépendantes, les deux se tiennent, quoi. Ouais, pour l'instant, les deux se tiennent. Est-ce que Michel Derzhansky, là aussi, Donald Trump a pu être surpris par la capacité de résilience de... Est-ce que Michel interdépendante, les deux se tiennent, quoi. Ouais. Les deux se tiennent. C'est un fait, c'est factuel. Mais avec une main encore plus forte du côté de la Chine. Parce qu'elle tient encore plus fermement. Un peu plus fermement. Et le peu d'avantages là, ce n'est pas négligeable. Ouais, pour l'instant, les deux se tiennent. Est-ce que Michel Derzhansky, là aussi, Donald Trump a pu être surpris par la capacité de résilience de la Chine? Est-ce qu'il s'attendait à ce que Xi Jinping réagisse aussi fortement à chaque fois? Je pense que s'il s'y attendait pas, c'est qu'il connaît mal les Chinois. Voilà, je pense que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des calendriers politiques qui sont complètement diamétralement opposés entre la Chine et les États-Unis. La Chine, et Xi Jinping l'a répété à chaque grand congrès du Parti communiste chinois ces 3 dernières années, la volonté de la Chine, c'est d'être la première puissance mondiale en 2049, et rien ne changera cet objectif. 1. 2, Xi Jinping a modifié la constitution chinoise, ce qui fait que maintenant il est président à vie. Autant de mandats que ce qu'il voudra. Ce qui ne sera pas le cas pour Donald Trump. Il faudrait qu'il obtienne plus des 2 tiers au niveau du Congrès américain. Bref, ça serait très compliqué. Donc admettons, même s'il peut le faire une fois encore, est-ce qu'il pourra le faire autant que Xi Jinping? Peu probable. Deuxièmement, Xi Jinping, lui, il a une idéologie aujourd'hui. Son économie est au service de l'armée, qui est au service du Parti communiste chinois pour affirmer cette puissance à terme. Ce qu'a Donald Trump aujourd'hui, c'est vouloir revaloriser l'économie américaine. Vous voyez qu'on est sur des choses qui sont diamétralement opposées. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que la Chine aujourd'hui, certes, je dirais, a du mal si elle ne peut plus vendre ses produits sur les États-Unis, mais elle trouvera d'autres débouchés. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie, elle en trouvera d'autres des débouchés. L'Union européenne. Alors quand on nous dit que nous ferions la même chose que les États-Unis, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on deviendra dépendant volontairement de la Chine, mais aujourd'hui, vous et moi, lorsqu'on peut trouver un t-shirt à 2 € sur le marché, on l'achète. Ouais. Lorsqu'on achète des Nike, lorsque vous achetez des semelles, lorsque vous achetez X produits qui viennent de Chine, vous n'allez pas mettre 10% de plus si vous pouvez avoir le même produit avec 10% de moins. Donc ce ne sont pas les Chinois qui nous imposent, c'est nous-mêmes en tant que consommateurs qui avons ce geste.
Ce qui est normal, on appelle ça le bon sens. Si tu peux avoir exactement la même chose, moins cher, tu le prends, c'est magnifique. Récemment, j'écoutais une vidéo d'une demoiselle, d'une chinoise, qui expliquait la mentalité chinoise avec le principe de copier, faire en sorte d'avoir la même chose, copier ce qui se passe dans le monde et rendre ça moins cher. Et il y a une personne en commentaire qui était arrivée, oui, copier, c'est du veau, c'est plagier, blablabli, blablabla. Vous connaissez ma position sur le sujet. Et en commentaire, elle a répondu, oui, je comprends. Mais sauf que toi, avec ta création, ton originalité, tu vends ta création à 10 000 euros. Alors que moi, avec ma copie, je vends ça à 100 euros. Toi, en tant que consommateur, tu achèterais lequel? Celui de 10 000 euros parce que c'est créatif, original, ou celui de 100 euros qui sert exactement les mêmes intérêts que l'autre? Pourquoi est-ce que la Chine fabrique souvent les produits de copie et parfois des produits de mauvaise qualité et même carrément des faux produits? Si tu connais un peu du marché de production en Chine, tu vas voir la philosophie entre guillemets de production en Chine, c'est comme ça. On aime bien de copier le produit qui marche, mais pas forcément de créer de nouveaux produits. On commence par apprendre ce qui marche dans d'autres marchés ailleurs, puis on va essayer de le refaire rapidement et essayer d'améliorer. Ce qui compte, c'est la vitesse et le prix. Il faut que ça sorte vite et ça coûte pas cher. On ne pense pas de créer un truc unique, original, avec une marque spécifique. Ce qui est le plus important, c'est pas s'il est nouveau ou pas. Le plus important, c'est est-ce que ça marche, est-ce que c'est utile et est-ce que ça rapporte de l'argent. Peu importe si c'est copié ou inventé de bonne qualité ou pas. Mais attention, si c'est un produit de bonne qualité et qui peut faire gagner de l'argent, les Chinois vont aussi essayer de le faire. Comme par exemple l'intelligence artificielle et le robot, tout ce qui sont liés avec la tech aujourd'hui. Mais cette manière de faire, elle vient de où? Pourquoi on pense comme ça? Le consommateur choisit et c'est le bon sens. Ce que ce monsieur dit est totalement vrai. Parce que même si on admet le pire des scénarios où, ok, les gars décident de complètement couper les ponts avec les États-Unis, il y a tout un univers qui s'ouvre à la Chine. Tout un monde, je le dis bien. Les États-Unis, ce n'est que 300 millions d'individus. 340 millions et quelques d'individus. Le reste du monde se compte en milliards. Donc à partir d'un moment, peu importe l'argent possédé par les États-Unis, peu importe leur force financière, le reste du monde est plus riche que les États-Unis. Point. Pendant le montage, je suis tombé sur cette information. La Chine riposte encore à Trump et surtaxe à 125% les produits américains. Donc maintenant, ce n'est plus 84%, c'est 125%. Et l'image est accompagnée d'une réflexion que j'ai trouvée pertinente à souhait. Ce sont les pauvres du monde entier qui ont rendu la Chine riche et non pas les États-Unis ou encore l'Occident. En ce moment, c'est la Chine seule qui est l'arbitre dans la liste et qui, par définition, distribue les cartes. Donald Trump va tôt ou tard devoir se rendre à l'évidence. La Chine est le seul pays du monde qui n'a besoin de personne et par conséquent peut vivre comme ils l'ont déjà fait pendant 40 ans, c'est-à-dire en circuit fermé du monde. La Chine s'est permis le luxe de produire pour les pays pauvres. C'est la preuve qu'elle est le maître du jeu du monde. Produire pour les pauvres du monde, sans se poser la question de la rentabilité, est le vrai défi idéologique qu'opposent aujourd'hui les États-Unis et la Chine. C'est ce défi qui est à la base de l'industrialisation de la Chine et le succès qui en découle n'a rien à voir avec les États-Unis, puisque les deux pays ne visent pas les mêmes clientèles. C'est donc un mensonge de dire que c'est le développement de la Chine qui a causé le déclin des États-Unis. Non, le déclin du capitalisme américain n'est pas dû au communisme chinois, mais à son incapacité à répondre positivement aux aspirations du peuple américain. La Chine est devenue riche en faisant en sorte que chaque pauvre du monde aujourd'hui porte un habit neuf et non plus de la friperie. Si ça ne dépendait que des États-Unis et de l'Europe, toute l'Afrique, comme le Ghana, serait des dépotoirs de vieux habits, de vieux ordinateurs des Américains et des Européens. La Chine s'est enrichie en vendant une torche aux habitants des villages les plus pauvres du monde entier. La Chine a gagné son argent en mettant dans les poches de tous les pauvres un téléphone portable, ce qui n'a jamais été la cible des Américains ni des Européens. Et on peut le voir encore une fois de plus avec les grandes marques technologiques américaines et européennes. Quand on prend le cas de Apple, Apple ce n'est vraiment pas pour les pauvres. D'ailleurs, c'est même toujours choquant pour moi d'entendre les prix des iPhones. La Chine a réussi à vendre dans les maisons les plus pauvres du monde une télévision, ce qui n'a jamais intéressé les producteurs américains ou européens. Et dire que c'est la Chine qui a concouru à la désindustrialisation des États-Unis ou de l'Europe n'est pas vrai. C'était des systèmes qui étaient déjà en crise, ayant loupé le coche de la mondialisation. La clientèle des seuls riches n'est pas suffisante pour pouvoir faire tourner plusieurs usines aux États-Unis ou encore en Europe.
C'est ce détail que la Chine a compris et que Donald Trump a du mal à comprendre. Et ça ne servirait à rien de relancer l'industrie américaine sans vendre aux populations les plus pauvres du monde, qui sont la majorité des consommateurs de la planète Terre. Vous voyez que cette logique revient à ce que j'étais en train de dire. Le reste de la planète, c'est-à-dire les gens les plus pauvres, sont infiniment plus nombreux que les quelques gens riches là qui pensent que c'est eux le pouvoir d'achat. Non, le pouvoir d'achat, ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres qui rendent les gens milliardaires, multimilliardaires et j'en passe. Totalement d'accord avec cette analyse. Elle appuie avec d'autres mots ce que j'essayais d'expliquer. Magnifique. Et donc là-dessus, c'est très compliqué dans les démocraties de dire aux gens, vous allez acheter comme ceci ou comme cela. À la différence qu'en Chine, on peut le faire. Parce qu'on a un régime autoritaire. Et donc, sur ce point de vue-là et sur la teneur du marché à l'intérieur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, et enfin, troisième point, c'est que qu'est-ce qui est en train de montrer la Chine aux États-Unis et au monde entier ? Vous pouvez dire ce que vous voulez de la Chine. On est mercantiliste, on vous a envoyé des produits que vous êtes bien content de consommer à bas prix, etc., etc. Mais nonobstant... nous, on respecte encore les règles internationales. Et regardez, ce monsieur est en train de sortir des règles internationales. Certes, nous avons tenu une monnaie par le fil de la patte et on l'a fait monter ou descendre en fonction de nos désirata politiques et pas des désirata réels de l'économie réelle. Mais nonobstant, on reste la Chine. Et je pense que là, c'est une erreur. Je dirais qu'au pire des cas, on pourrait arriver... d'une part, une guerre des monnaies, et puis, in fine, à ce qu'a déclaré et ce qu'avait écrit Graham Allison, et que ne veulent pas les Chinois, parce qu'ils ont étudié le livre de Graham Allison, c'est-à-dire le complexe de Thucydide, une puissance montante, une puissance descendante, et une puissance qui veut revenir à la place de la puissance ascendante, la Chine face aux États-Unis. Si, dans un premier temps, les Chinois ont bien étudié ce texte et se sont dit on veut pas aller à la confrontation, ils veulent pas y aller maintenant, parce qu'ils sont pas prêts. Est-ce que dans une guerre économique, les États-Unis vont vraiment gagner, comme on s'y attend? Vraiment? Parce que là, la confiance dans le dollar est en train de diminuer à une vitesse effroyable. Est-ce que vous parierez vraiment sur les États-Unis? Personnellement, non. Parce que mine de rien, la fortune des États-Unis repose énormément sur de la spéculation. La spéculation, le fait qu'ils aient forcé les gens à utiliser le dollar pour les transactions internationales, etc., etc. Alors que du côté de la Chine, ils ont quelque chose de tangible. Ils ont vraiment des choses qu'ils peuvent échanger à l'international. Donc, est-ce que vous parierez sur la spéculation ou alors sur des éléments factuels, réels et tangibles? À vous de voir. Personnellement, je crois qu'après une longue et très difficile bataille, la Chine va quand même gagner. Peut-être que la Chine veut être absolument sûre. Genre ne pas avoir des zones d'ombre avant de s'y lancer. C'est normal aussi, c'est naturel de vouloir avoir toutes les cartes de son côté. Mais je pense que malgré tout, la guerre sera rude, mais elle peut gagner. Donc ça, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.